Les secrets entourant l'ingérence politique à la Cour suprême lors du rapatriement de la Constitution de 1982 soulèvent indignation et questionnement. Lorsque l'on se retrouve face à une situation politique explosive, est-ce que toutes les manœuvres sont permises, même celles qui enfreignent les principes démocratiques? Lors du scandale des commandites, le chef de cabinet de Jean Chrétien, Jean Pelletier, n'avait-il pas dit que tous les moyens étaient bons pour gagner la guerre de l'unité canadienne? À l'heure où une étude révèle que les Canadiens ont de moins en moins confiance au fonctionnement de notre démocratie, quelle est la santé de notre démocratie? Celle-ci a-t-elle des limites? J'en discute avec la rédactrice en chef du Devoir, Josée Boileau. Dans un éditorial que vous avez rédigé peu de temps après les révélations entourant le rapatriement de la Constitution, je vous cite, « Plus le temps passe, plus on constate que les Québécois se sont vraiment fait rouler dans la farine pour qu'ils restent dans la Fédération canadienne. On connaissait déjà les fausses promesses du renouvellement du fédéralisme de Pierre Elliott Trudeau, la mascarade du Levin en 1995, l'acceptation massive de nouveaux citoyens et maintenant, cette histoire du rapatriement de la Constitution. » Oui, où on a vu le judiciaire et le politique se mêler se mélanger, s'entremêler de façon absolument inacceptable. C'est sûr que moi, quand j'écris ça, il y a une certaine, je dirais colère, mais je trouve important de la qualifier, ma colère, parce que présentement, il y a beaucoup d'événements qui surgissent où les gens s'interrogent sur n'avons-nous qu'une démocratie de façade? Enfin, les plus concernés de nos concitoyens ont ce genre de questionnement-là. Moi, je trouve que ce qui est important là-dedans, c'est la révélation. Mon éditorial avait pour titre « Fini les peurs ». Je trouvais que dans le contexte où on apprend des stratégies des tricheries, même pas des stratégies, c'était des stratégies, ce serait légitime, mais qu'il y a eu des tricheries, qu'on a menti. Je trouve que c'est des leçons à tirer plutôt que des portes à fermer en se disant « ça ne marchera jamais, il faut faire comme eux autres, il faut tricher ». Je trouve que c'est plutôt de comprendre à qui on a affaire et jusqu'où certains sont prêts à aller pour une cause. Dans le cas qui nous occupe, donc, qui est de savoir si le Québec peut devenir un pays, clairement, et ça a été dit ouvertement, mon collègue Michel David l'a dit d'ailleurs dans une chronique, c'était la guerre pour des fédéralistes. Donc, ils étaient prêts à tout, la fin justifier les moyens pour pouvoir... Jean Pelletier, hein, oui, dit, exactement. Pour la guerre de l'unité canadienne, tout est permis. C'est ça. Même en sous-texte, un peu de s'essuyer les pieds sur des principes de démocratie. Tout à fait, exactement. Alors donc, quand on comprend ça, bien, on comprend que pour la prochaine bataille, parce que moi, je pense qu'il va y en avoir une autre, je pense que l'aspiration du Québec à devenir souverain ou indépendant, là, selon le terme que l'on préfère, je trouve que c'est une aspiration qui reste toujours sous-jacente au Québec et qui va, il y a toujours ce noyau dur autour de 37-40 des gens et puis les autres qui peuvent être convaincus, je ne dis pas tout le monde, là, mais que dans le cadre d'une future bataille, de savoir que, OK, ils y tiennent tellement du côté fédéral à garder le Canada uni qu'ils sont prêts à certaines manœuvres. Donc, toi, ça peut guider une stratégie, une façon de parler aux gens. Je ne pense pas que ça justifie de se mettre à son tour à faire des basses manœuvres. Je ne serais pas d'accord. Mais donc, au fond, c'est l'information qui permet de faire avancer une cause. Puis je dis l'information parce que pour moi, là, ça, c'est tellement lié justement pour en revenir à cette idée de démocratie de façade, à qu'est-ce que c'est qu'être en démocratie. Et à cet égard-là, je trouve c'est comme pour moi comme un cercle. C'est sûr que tu as ton système politique, ton système parlementaire où tu as des élus. Ça, c'est un volet. Mais à côté de ça, la démocratie, ce sont des institutions, des règles, mais ça ne veut rien dire s'il n'y a pas des gens pour surveiller. Alors pour moi, la démocratie, c'est une vigilance qui est exercée envers ton système parlementaire par soit des institutions. Donc, je pense des institutions, pour moi, c'est, je ne sais pas moi, les professeurs dans les universités, donc, ils sont protégés par leur institution pour pouvoir prendre la parole librement. Ce sont les syndicats, qui sont un autre corps organisé qui peut prendre la parole et dénoncer sans crainte pour leur job. Ce sont les médias.
ce sont les artistes, beaucoup aussi les artistes. Donc, là où il y a des lieux de liberté de parole. Et derrière tout ça, il y a des institutions, mais il y a parfois aussi des individus qui, eux, décident d'eux-mêmes, par la force même de leur conviction, donc de faire des rappels à l'ordre. Et puis, à travers ça, le quatrième point qui, pour moi, appartient à la démocratie, c'est ce que j'appellerais peut-être des facteurs sociaux qui viennent améliorer le conduit démocratique. Et à travers ça, je trouve que les médias sociaux. Alors pour moi, tout ça participe du même ensemble. Et si tu en as un qui n'est pas là, là, tu as des problèmes démocratiques. Dans la liste qu'on a énumérée au départ en lien avec votre éditorial, on n'a pas parlé du scandale des commandites qui a été réduit beaucoup à une fraude économique, à une magouille financière. Oui. Mais fondamentalement, ce dont il était question, c'était un problème politique. On n'a pas joué la joute politique. Exactement. Proprement. Exactement. Et là, pour moi, ça revient encore une fois à l'importance d'avoir des gens pour dénoncer, pour dire on ne joue pas les règles proprement. Je trouve que, par exemple, dans l'histoire, je reviens au rapatriement de la Constitution, il y a des gens qui disent c'est de l'histoire ancienne, il faudrait s'en laver les mains. Bon, les commandites, on l'a quand même, on n'était pas tellement longtemps après les événements, mais dans le cas du rapatriement de la Constitution, on parle quand même d'il y a 30 ans. Oui. Donc, c'est facile de dire c'est ancien, on s'en occupe pas. Moi, je trouve que c'est plus important d'essayer de voir exactement ce qui s'est passé, parce que l'histoire a aussi des leçons à nous apprendre au niveau démocratique, et puis de toute façon, de bien comprendre aussi les mécanismes qui ont fait en sorte que pourquoi les Québécois ont-ils dit non? Est-ce que les Québécois ont dit non par conviction, parce qu'on les a manipulés? Est-ce que par la suite, les Québécois ont été entraînés dans un renouveau canadien? Parce que derrière le rapatriement de la Constitution, c'était la Charte canadienne des droits et des libertés qui était mise en place, et on dit que c'est la naissance du Nouveau Canada. Donc, comment il s'est construit, ce Nouveau Canada-là? Sur quelle base? Bien, sur des bases de franchise, de légitimité, ou au contraire de petites passe-croches de magouille. Bon, mais derrière ça, encore là, il faut qu'il y ait des gens qui nous mettent le doigt sur les bobos pour dire, voilà, ici, là, on a failli. Alors là, c'est intéressant, c'est un intellectuel qui l'a fait. Il y a un intellectuel qui ne l'a pas fait dans le cadre de son travail, mais donc Frédéric Bastien est un historien. Oui. Il a décidé de faire ça sur son propre chef. Alors, il faut des gens qui ont des convictions comme celle-là. Et puis ensuite, il y a des médias qui le relaient et il y a des associations qui le relaient. Il y a des juristes, par exemple, qui vont nous dire, mais non, on ne pouvait pas, le juge en chef ne pouvait pas avoir des contacts avec le premier ministre dans un dossier comme celui-là. Donc, il y a vraiment des phares, j'appellerais, moi, qui jettent les projecteurs là, sur « voici, il faut faire attention là ». Ça fait partie de la démocratie. Parce que ces événements dont on cause, que ce soit le rapatriement de la Constitution, le scandale des commandites et d'autres événements, la partie s'est jouée selon des règles qui n'ont pas été respectées. Oui. Okay. Et il y a pas on ne peut pas s'excuser, se reprendre et recommencer. Non, mais c'est sûr que dans un système, il y a des moments manqués et qu'on ne peut pas reprendre. Mm-hmm. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire que l'ensemble démocratique est une faillite. L'ensemble démocratique n'est qu'une imperfection. Pour moi, la démocratie, c'est plein de moments d'imperfection, d'abus. Il y a des abus de pouvoir, des abus de réglementation. Par exemple, sur les manifestations à Montréal, il y a un règlement présentement qui fait beaucoup jaser, le P6. Or, il est un règlement beaucoup trop sévère par rapport à ce qui existait avant et par rapport à ce qu'on veut contrer. Donc, il y a des abus qui sont faits avec des gens qui contestent. Mais derrière toutes ces imperfections-là, il y a quand même des moments de grâce, des moments quand même où vraiment la société arrive à avancer. Il y a quand même, au Québec, par exemple, si on reste sur la question de la séparation du Québec, on fait ça quand même dans un cadre sans violence. Mm-hmm. C'est quand même pas rien d'arriver à avoir des règles, oui, qui sont parfois, on contrevient à certaines règles, on magouille, on triche, mais malgré tout, on arrive à débattre sans s'entretuer sur une question qui est fondamentale, qui est une question identitaire. Et vous faites un lien avec la démocratie? Pour moi, oui, parce que la démocratie, c'est le débat. Mm. C'est aussi l'occasion, justement, de pouvoir se parler plutôt que simplement de se combattre. Et quand, finalement, on apprend que quelqu'un triche, il y a la possibilité de s'en indigner. Je sais que je vais avoir l'air un petit peu caricatural, mais moi, j'ai toujours... Parce que parfois, je donne cet exemple-là, puis les gens disent toujours « mais t'exagères ». Moi, je trouve que
je trouve ça fascinant d'aller comprendre l'Allemagne nazie. Parce que l'Allemagne est un pays démocratique. Et comment ça se fait qu'on arrive à un régime dans un pays où il y avait une civilisation, il y avait de la culture, il y avait des intellectuels, tout ça, on arrive à couper une société. Je trouve que j'ai l'impression que je finis jamais d'apprendre là-dessus et d'essayer de comprendre les rouages. Mais clairement, par contre, ce qui est clair, c'est qu'il ne restait que le pouvoir central qui régnait par la terreur, mais que tous les éléments de contestation étaient disparus. Donc, tes individus forts, tes institutions, tes relais d'opposition dans la rue ou aux urnes avaient été complètement annihilés. Et c'est ça, la force d'une démocratie, c'est le débat. C'est le débat, c'est la vigilance. Bon, moi, je travaille dans un média, je trouve que c'est notre responsabilité. Nous sommes partie prenante de la démocratie parce que nous questionnons les politiciens, nous ne les croyons pas spontanément, nous essayons de voir. Puis quand il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, on le dit. Puis non, des fois, on ne peut pas toujours réparer, mais c'est à la face du monde. Moi, je trouve ça fondamental. Mais est-ce que notre démocratie, vous trouvez qu'elle se porte bien? Je lisais un sondage qui a été publié par Radio-Canada en décembre dernier qui disait que, par le groupe caritatif Samara, qui disait que le taux de satisfaction des citoyens canadiens à l'égard de la démocratie en 10 ans est passé de 75 et a chuté à 55 %. C'est pas rien, là, en 10 ans. Non, alors, puis au Québec, la tendance est encore plus marquée. Bon. Alors, voyez, encore là, les gens expriment une déception. Moi, je vous dirais que j'ai été très réconfortée depuis un an avec le Printemps érable, parce que là, on a vu qu'une critique pouvait aussi venir des citoyens. Il y avait, c'est sûr, les étudiants qui étaient organisés, qui avaient leur bataille. À un moment donné, la réponse du gouvernement aux étudiants dépassait toute mesure. Là, il y a eu les gens dans la rue, spontanément, qui sont allés vers les casseroles et qui sont exprimé le désir que ça se passe autrement. Et ce qui est intéressant, c'est tout le jeu des médias sociaux à côté de ça qui servait de relais. Parce que les médias sociaux, on les accuse toujours de superficialité, tout ça. Mais là, on voyait qu'il était possible pour des citoyens de se retrouver un lien entre eux de façon très simple et d'être capable de descendre dans la rue parce que quelque chose ne leur plaisait pas. Et à travers ça, il y a des groupes de citoyens qui se forment parce qu'ils sont mécontents de certains points. Bon, les gaz de schiste, ça a été une autre bataille. Moi, je trouve que la démocratie politicienne est extrêmement décevante, mais la démocratie citoyenne a repris beaucoup de force. Et il y a un aspect dont on ne parle pas assez au Québec et qui frappe beaucoup les étrangers quand ils viennent ici, c'est la force de la vie associative. Il y a plein d'associations au Québec, plein de groupes communautaires, plein de groupes organisés qui sont capables pas seulement de protester, mais d'être capables d'élaborer un argumentaire autour de la protestation et de le faire valoir auprès du gouvernement. C'est assez spécial pour une société d'avoir ça. Pas toutes les sociétés en profitent. Alors oui, moi je dirais qu'on a des politiciens décevants, mais ne soyons pas désespérés. Il y a encore beaucoup de sursauts démocratiques dans nos sociétés. Moi, je ne suis pas négative à cet égard-là. Mais comment empêcher les gens d'être cyniques lorsqu'ils voient que lors de moments politiques explosif, charnière, bien, à ce moment-là, on dit, bon, on peut tout faire en fonction de gagner ce que l'on veut gagner, même à ne pas respecter des règles du jeu. Alors, à ce moment-là, on pleure, on tempête, puis après ça, à un moment donné, on se calme, puis on recommence. On peut juste recommencer. C'est ça, la démocratie. C'est de recommencer tout le temps. Sinon, c'est quoi? On laisse les groupes d'intérêt dominer, on laisse le plus fort la poche dominer, on se dit, bien, il n'y a pas rien faire, mais tant qu'à ça, on va tous s'en aller sur une île déserte, et puis on ne se parlera plus. On n'a pas le choix, si on est ensemble, d'essayer, à un moment donné, de passer par-dessus nos déceptions. Moi, je suis pas capable. Pourtant, j'ai un côté de mon travail où le journalisme est souvent très cynique, ou parfois nourrit le cynisme. Puis en même temps, je pense qu'il y a toujours le côté, ben non, sinon, il n'y en aurait pas de quotidien, il n'y en aurait pas de médias d'information. Je veux dire, on parlerait de la pluie puis du beau temps, puis c'est tout. Pourquoi on informerait les gens, puisque tout ça n'a pas d'importance? Alors, laissons les méchants grenouiller entre eux. Bien, les méchants grenouiller entre eux, on a vu un peu ce que ça donnait à Montréal. Mais là, on a le pendant, on a maintenant la commission Charbonneau qui essaie de venir nous tirer au clair ce qui s'est passé, puis ça va calmer le jeu. Puis oui, ça va être recommencé probablement dans 10 ans, mais c'est ce recommencement-là, il faut qu'on fasse partie de ce cercle
cercle-là où tu as les politiciens, les groupes, les individus, les citoyens. On n'a pas le choix de faire partie de ce cercle-là. C'est ça, la démocratie. Parce que là, on n'a pas parlé des appels trompeurs lors de la dernière campagne électorale fédérale. Non, mais tout se peut. Oui. Hein? Parce que sur ça, non, mais ce que je trouve formidable, c'est que, comme je vous dis, pour moi, c'est un combat constant. Alors, on voit, par exemple, le gouvernement Harper qui, pour moi, atteint des sommets antidémocratiques. Et pour les gens, les ont élus, mais il ne faut pas arrêter de dénoncer. Bon, au Québec, ils n'ont pas de soutien. Dans le reste du Canada, bon, semble-t-il que les conservateurs, on commence un peu à en revenir. Mais vous avez quand même été réélus, là. Oui, je sais, c'est bien désespérant. On se peut plus. Mais bon, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, bien, bravo, M. Harper, maintenant, laissez continuer, allez-y, ne lâchez pas. Mais non, il faut combattre, il faut dénoncer tout ce qui fait, rappeler aux gens à quel point ce gouvernement-là ne respecte rien, à quel point ce gouvernement, par exemple, noie dans une loi omnibus des dispositions extrêmement importantes pour la vie. C'est impossible à débattre, en fait. Exactement. Avec un projet de loi mais OK, on ne peut pas en débattre au Parlement, mais on peut certainement en tirer des points et, jour après jour, démontrer dans chacun des gestes de ce gouvernement, parce que moi, je trouve que dans chacun de leurs gestes, il y a des reproches à faire. Puis pourtant, au début, j'essayais, je me disais, parce que je ne peux pas croire qu'ils font juste des affaires croches, les conservateurs, qui sont simplement antidémocratiques, mais je dois dire que je n'ai pas trouvé grand-chose d'autre que ça. Alors, mais il faut le souligner, c'est notre rôle. À un moment donné, les citoyens, ils vont finir par voir clair. Quand on entend des politiciens comme M. Legault ou M. Trudeau parler de vieilles chicanes et réduire un débat fondamental comme le rapatriement de la Constitution à de vieilles chicanes, puis il faut parler d'économie, est-ce qu'on prend toujours la mesure des gestes qui ont été posés et de... Non, parce que moi, je trouve qu'il faut quand on est un homme ou une femme d'État, on est capable de comprendre l'importance de l'histoire, l'importance des institutions, de leur respect. D'ailleurs, M. Bouchard, dans vos pages, exactement. était scandalisé. Oui, il était scandalisé et je pense qu'il prenait pleinement... On peut être en désaccord avec M. Bouchard sur bien des points, mais je pense qu'il est capable de comprendre la responsabilité qu'on a quand on occupe une fonction de premier ministre par rapport à l'histoire, par rapport au simple respect de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, d'en avoir intellectuellement conscience. Pour moi, ça fait partie justement de la démocratie. Mais par ailleurs, ça ne veut pas dire que tout le monde est à la hauteur. On peut aussi avoir des petits politiciens. François Legault, hélas, a une réponse de petits politiciens. Justin Trudeau ne montre pas de grandeur à occuper son poste. En même temps, on comprend très bien le conflit d'intérêts. Bon, c'est son père, etc. Oui. François Legault, lui, on ne comprend pas trop. C'est quand même quelqu'un qui a une tête sur les épaules. D'ailleurs, il est obligé de se rattraper par la suite. Mais c'est pas parce que les gens ne sont pas à la hauteur des attentes que la démocratie en soi, comme concept, devient moins importante. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on ait des meilleurs politiciens. Tu sais, il y a un balancier là-dedans. Hein? Tu as des grandes personnalités qui s'en vont un jour en politique, puis tout à coup, on évacue la politique, puis on tombe bien bas, puis tout à coup, ça va revenir. Tu sais, ce qu'on vit, il n'y a rien de... Il n'y a rien de nouveau là, derrière ça. Là, quand on va très loin dans la petite gestion à la petite semaine, puis tout à coup, il y a des gens qui ont le goût de rêver. Bien, c'est ce qu'on a vu au printemps passé. Il y en avait des gens qui avaient le goût de rêver. Et puis, une partie de ces gens-là ont décidé, ils sont pas allés voter, d'autres qui ont décidé de voter Parti québécois, puis tout à coup, ça aussi, le rêve a tombé. Moi, je trouve que Mme Marois a suscité des attentes auxquelles elle ne répond pas. Bon, puis comment tout ça va jouer, on verra. Je veux dire, après Duplessis au Québec, on a quand même eu la Révolution tranquille. Là. C'était pas donné, c'était pas évident. Tu sais, toutes les choses peuvent... On n'a pas du tout vu venir les manifestations du printemps dernier. On n'avait pas imaginé que les citoyens descendraient dans les rues pendant des soirs entiers avec des casseroles. Donc, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. On peut simplement observer des mouvements. Puis ça, mais pour moi, il y a un petit renouveau qui s'en vient. Fait que vous restez optimiste, même si on a parfois l'impression qu'il y a des côtés de notre démocratie qui font un peu République de banane. Ah oui, bien ça, oui. Oui, alors je reste optimiste et oui, il y a des côtés qui font République de banane, mais en même temps, je me dis, sur le long cours, il y a quand même des avancées qui se font et c'est à ça qu'il faut s'accrocher, donc à ces moments de perfection, dans l'imperfection. Puis moi, je ne serais pas capable de vous dire quel autre système on pourrait avoir. Il y a des gens qui ont des solutions. Moi, je me dis qu'il y a encore de quoi faire à modeler avec la démocratie, certainement. Josée Boileau, sur ces belles paroles, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.